Alors je commence maintenant très rapidement, en quelques mots, hein, je vais assez survoler la matière, mais essayer de vous présenter d'abord des bases et de ce qu'il faut connaître plus ou moins sur la question du BIM, et puis vous parler des enjeux justement que ça génère au niveau de la profession. Alors la première chose importante qu'il faut savoir, c'est que le BIM n'est pas un outil spécifique pour l'architecture, pour les architectes. Ce n'est pas un outil d'architecte, c'est un outil tout à fait global, englobant, qui est vraiment un processus, et non pas simplement un logiciel ou un outil technique. C'est vraiment une façon d'aborder le projet de construction de manière générale et qui est utilisé par différents corps de métier, l'ensemble des corps de métier qui tournent autour de cette profession. Et donc l'architecte, dans cette situation, on pourrait se demander quelle place il pourrait prendre par rapport à ce processus, et forcément la question de la place de l'architecture en termes de qualité de production architecturale vis-à-vis de cette nouvelle manière d'aborder le projet. Alors on vous montrera certainement dans toutes les présentations que vous pourrez voir concernant le BIM un schéma de ce type-là. Voilà, moi je ne vais pas trop le commenter, c'est vraiment des schémas très génériques qu'on montre pour expliquer et montrer un petit peu l'intérêt du BIM. Ce qu'on essaye de nous montrer par ce schéma, c'est que toutes les fonctions ou toutes les analyses ou toutes les professions qui tournent autour de la construction vont être fédérées autour d'une même maquette numérique qu'on appellera BIM et qui va permettre un travail collaboratif plus efficace entre les différents acteurs. Voilà, ça c'est le schéma général qu'on nous présente tout le temps dans les ouvrages concernant le BIM, et je reviendrai tout à l'heure sur ce schéma-là pour dire que les choses sont un peu plus complexes que cela. Toujours dans ce qu'il faut savoir, c'est de faire bien la différence entre une maquette numérique et un BIM, parce qu'on confond souvent ces deux termes-là. Une maquette numérique est effectivement une représentation tridimensionnelle d'un objet qui nous permet de faire certaines analyses et certaines simulations, mais le BIM va être quelque chose qui va tourner autour d'une même maquette numérique, donc une maquette unique, mais qui va surtout, pour faire la différence avec la même maquette numérique, qui va surtout comporter un certain nombre d'informations complémentaires qu'on va devoir analyser et partager entre les différents acteurs de la construction. Donc, ce qui va faire vraiment la différence entre la maquette numérique et le BIM, c'est que dans le BIM, on est dans un processus qu'on appelle orienté objet, donc on ne dessine plus des éléments géométriques, vraiment des objets nommés avec des attributs, des informations, et on va pouvoir implémenter cette base de données parallèle à la maquette numérique pour en faire un BIM. Autre chose aussi à savoir et important, c'est qu'il existe un format d'échange appelé IFC, développé notamment par Building Smart depuis des années, et qui permet quelque part cette question de collaboration, de travail collaboratif entre les différents acteurs qui n'utilisent pas forcément les mêmes logiciels, et donc ils ont besoin d'un espace, d'un format informatique qui va permettre d'échanger les données entre les différentes disciplines. Alors ce qu'on dit aussi très souvent, c'est que en gros le BIM a des avantages qui sont liés d'une part à la construction. Donc on peut générer l'ensemble des éléments graphiques, les dessins, plans, coupes, élévations, etc. à partir de la même maquette. On identifie les erreurs avant de commencer les travaux, donc ça fait gagner pas mal de temps au niveau de la réalisation, puisqu'on a un vrai clone, une simulation détaillée, avec des niveaux de détail bien sûr qu'on définit au départ, mais une simulation du bâtiment qui va nous permettre de vérifier les croisements d'éléments structurels et techniques, et identifier les erreurs bien avant le chantier, et une synchronisation forcément en même temps que la réalisation, et définition rapide forcément, puisqu'il y a toujours cette simulation des matériaux et des ressources nécessaires pour l'élaboration, en couplant ça avec ce qu'ils appellent aussi la 4D, 5D,
Donc 4D, c'est la gestion, la planification du chantier. Donc on visualise l'évolution sur la maquette, le chantier, et on opère les modifications directes. Et la 5D pour définir les estimations en termes de coûts de réalisation. Et donc, ça devient un outil effectivement efficace qui permet de gagner du temps au niveau de la réalisation. Un autre argument aussi en faveur du BIM, c'est la question de la post-construction, puisque une fois que le bâtiment est construit, on obtient en parallèle une maquette, ce qu'on appellerait dans le métier un as-built, une maquette post-construction, qui contient l'ensemble des éléments techniques du bâtiment et qui permet, pour le maître d'ouvrage, en acquérant cette maquette-là, de gérer au mieux son bâtiment tout le long du cycle de vie de ce dernier. Et donc ça fait effectivement là aussi des économies assez importantes en termes de gestion. Ça pose d'autres problèmes, notamment en termes de qualification pour gérer ce type de bâtiment, mais voilà les arguments qu'on nous avance. Alors autre chose qu'il faut savoir concernant le BIM, c'est la question du coût et le fait que ça transforme complètement le mode de fonctionnement et d'effort à fournir dans un processus de construction. Ici, ce qui est important à voir, c'est plutôt les graphes 3 et 4, où on voit bien que tout le long du processus, au niveau du graphique 3, les efforts sont plus importants au niveau de la phase exécution. Donc, cette courbe a tendance à varier, mais plutôt vers la droite, donc pour fournir des efforts, tandis qu'avec le processus BIM, on a plutôt tendance à rapporter cet effort-là au préalable pour rendre les phases exécution et phases postérieures beaucoup plus efficaces et rentables et simples à gérer. Alors, une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que le BIM, aujourd'hui, ici on en parle autant, si on s'y intéresse autant, que ce soit dans le domaine de la recherche ou que ce soit dans le domaine de la pratique de l'architecture, c'est qu'il y a eu une directive qui a été émise en 2014 de l'Union européenne qui pousse l'ensemble des membres de la communauté européenne à utiliser ce type de technologie pour gérer les bâtiments qui vont être construits, notamment au niveau des marchés publics. Étant le seul moyen de pression qu'elle peut avoir, c'est au niveau des marchés publics et sans vraiment utiliser. Maintenant, ceci est une information d'une part importante, mais d'autre part, elle est assez secondaire, parce qu'elle vient après des expériences effectives produites dans certains pays dans le monde qui ont éprouvé ce système-là et qui sont arrivés à prouver son efficacité et son intérêt. Et donc, quelque part, l'Union européenne essaye de se mettre à la page, essaye de pousser les autres pays à l'appliquer. La raison principale qui mène à cette réflexion-là, c'est vraiment la question des coûts et des gains qu'on peut avoir, et notamment la Commission européenne estimait en 2012 qu'on pouvait faire une économie de l'ordre de 5 à 20% sur les dépenses, rien qu'au niveau des achats. Donc voilà, cette économie-là, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle des pays de l'Europe, est assez importante, et donc de là, la volonté de pousser tout le monde à adopter le BIM. Maintenant, beaucoup de maîtres d'ouvrage notamment n'ont pas attendu spécialement que ce soit imposé pour les marchés publics, et donc dans le monde du privé aussi, on a compris l'intérêt de ce système-là économiquement parlant, et l'intérêt aussi, surtout au niveau de la gestion des bâtiments tout le long de leur cycle de vie. Et donc, beaucoup de maîtres d'ouvrage demandent que le BIM soit mis en place dans la réalisation de leur projet, mais aussi qu'on élabore des maquettes numériques orientées objets pour leurs bâtiments déjà existants, comprenant l'intérêt que ça pourrait avoir dans la gestion au quotidien et à long terme de leurs bâtiments. Alors pour les architectes, donc les architectes dans tout cela, en général, ce qu'on nous dit, c'est que le BIM induit des bouleversements dans les méthodes de production de l'architecture au sein d'une agence,
des modifications organisationnelles profondes, notamment au niveau des projets, et création de nouveaux rôles. Donc ça a un impact assez important pour nous. Ça a aussi un impact financier, c'est-à-dire qu'il faut avoir de bons outils en termes de logiciels, il faut se former sur ces logiciels, mais pas seulement, sur la compréhension aussi du processus. Il y a le matériel technique qu'il faut avoir, et il faut savoir qu'il y a une estimation de perte de rendement initial quand on change de façon de travailler, qui est estimée à 20 à 30% pendant les 6 premiers mois. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas, et là je reviens sur le premier schéma que je vous ai montré, c'est que pour nous architectes, il est important que dans ce processus, on puisse retrouver notre position de maître d'œuvre, et donc d'avoir une certaine maîtrise du projet par le biais de cette maquette numérique. Et donc ce schéma devrait être un peu plus complexe, parce que c'est un peu simple de se positionner comme ça, mais on a besoin de repositionner l'architecte dans ce processus-là, effectivement, en tant que maître d'ouvrage. Et donc on a beaucoup, à mon sens, à faire pour faire évoluer cette conception des choses. Effectivement, les pays qui sont plus avancés dans le BIM reviennent sur ces questions-là, parce qu'ils ne sont peut-être pas allés trop vite, mais ils sont bien évolués dans cette matière, mais il y a quand même des retours d'expérience qui démontrent qu'on n'a pas géré forcément l'ensemble des éléments plus complexes de cette question, et notamment la position de l'architecte dans ce processus. Alors, ce qu'on ne nous dit pas non plus, c'est que au niveau de l'implémentation du BIM dans les agences d'architecture, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des bureaux aujourd'hui travaillent en 3D, très peu encore travaillent en 2D, en CAO, et donc on a déjà en réalité un peu le pied dans le BIM. Ce qu'il faut juste savoir, c'est effectivement cette différence qu'il y a entre une maquette numérique qu'on produit régulièrement pour nos projets d'architecture et la notion même de BIM et comment l'aborder. Et donc les enjeux sont plus à ce niveau-là. L'implémentation du BIM aussi dans les agences se fait progressivement. On n'est pas obligé du jour au lendemain, comme on cherche à nous l'imposer, c'est du jour au lendemain passer au BIM avec toute la lourdeur qu'il y a derrière et les changements, les bouleversements que ça peut produire dans une agence. Donc cette transition peut se faire tout à fait de manière progressive en commençant avec les outils qu'on a à sa disposition au départ. Et donc, le BIM est simplement une maquette orientée objet à laquelle on attache donc une base de données qui contient des caractéristiques. Et donc l'architecte, forcément, n'est pas le seul à implémenter cette maquette numérique-là. Donc on n'est pas censé non plus produire un BIM tout à fait complet avec un ensemble d'informations complexes que parfois on ne gère pas. Mais on est plusieurs acteurs à faire ça, et donc chacun devra implémenter cette maquette-là. Et les informations qu'on demandait aux architectes tant qu'à présent, c'est celles qu'on va leur demander aussi dans ce processus, et pas forcément beaucoup plus. Donc ça, c'est un peu pour rassurer par rapport à ce que j'ai dit au préalable et à ce qu'on cherche à nous dire concernant le BIM. Alors, qu'est-ce que ça change pour les architectes? Ici, je vais vous présenter en quelques slides le travail qu'on fait au niveau de la CAE, au Conseil des architectes d'Europe, qui a constitué un groupe de travail sur le BIM, justement. Donc Jean-Paul est là, en fait partie aussi avec moi. Et donc Jean-Paul représente la France. Et voilà la carte à peu près des pays qui représentaient dans ce groupe de travail. Et comme vous le voyez, c'est quand même des pays qui ont un état d'avancement sur la question du BIM très très différent. Si on compare l'Angleterre à, je sais pas, la France ou à la Belgique, voilà, ils sont dans un niveau d'évolution ou d'implémentation du BIM beaucoup plus avancé. Et l'idée, c'est de revenir sur la question de la position des architectes dans ce processus et de pouvoir s'alimenter mutuellement pour essayer, d'une part pour eux, de revoir un petit peu les choses, et pour nous, de pouvoir intégrer ce BIM, mais pas de manière précipitée, et de pouvoir y
profiter des expériences des autres pays. Alors dans ce groupe de travail, on essaye de réfléchir à différentes problématiques qui sont liées. D'abord, on a essayé de les identifier. Vous avez ici quelques problématiques qui ont été traitées et qui sont en cours de traitement encore au niveau de ce groupe de travail. Donc, la question de la qualité architecturale par rapport à l'avènement du BIM, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi? Ça peut sembler secondaire, mais au niveau du Conseil des architectes européens, on se pose quand même cette question-là et on essaie d'y répondre en comprenant un peu mieux les enjeux du BIM pour notre métier. La question des droits d'auteur, la question des contrats d'architectes, puisque, comme on l'a dit, il y a des nouveaux rôles et de nouvelles missions qui vont être attachées au métier d'architecte, les liens avec les assurances, comment aborder les marchés publics, la question de l'enseignement du BIM, à quel moment, pourquoi et dans quelle mesure, les relations entre les différents partenaires, puisque c'est le travail collaboratif qui est la question principale, et comment structurer les bureaux d'architecture, la problématique des petits bureaux qui se basent sur un rapport dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi importante, et la question de la dépendance face aux firmes de logiciels. Comme vous le savez, notamment les architectes, aujourd'hui, très souvent, quand on reçoit des invitations à assister à des présentations, des informations concernant le BIM, très souvent, c'est des producteurs de logiciels, des fournisseurs de logiciels qui font ces présentations-là. Et donc, il y a quelque part une orientation dans le choix des outils et les architectes voudraient un peu se placer au-dessus de ça et pouvoir avoir une certaine liberté dans le choix. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Alors, pour la question... Simplement pour la question de la qualité architecturale, on a fait un petit peu le tour de la question et on a compris que finalement le BIM intègre tout à fait les processus traditionnels de conception et notamment ceux avec l'outil CAO. Donc il n'y a pas de changement fondamental à ce niveau-là quand on expérimente le BIM et qu'on se rend compte qu'en tant qu'architecte, on peut garder notre façon de travailler. Mais en même temps, il apporte des avantages au travers de ce qu'on appelle les conceptions paramétriques ou des outils implémentés combinant le BIM et intégrant le BIM permettent aujourd'hui de faire des conceptions formelles qui vont jusqu'à la réalisation par rapport à des formes très complexes. Et voilà, je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Mais donc la question de la conception, en réalité, est un faux problème si on considère le BIM comme un outil simplement et qui n'est pas quelque chose qui va imposer une façon de travailler en termes de conception particulière. Alors la question des contrats était importante. On a essayé de voir un petit peu les expériences des différents pays. Et là, au niveau des pays du Nord, il y a un exemple particulier qui est celui de l'élaboration d'un protocole accompagnant le contrat d'architecte qui, lui, définirait certaines choses de manière assez précise, notamment des définitions terminologiques, en termes de BIM, de conception principale, etc., l'ordre de priorité d'utilisation des documents, les obligations du maître d'ouvrage par rapport à cette enquête, le rôle exact du BIM manager, les obligations de l'entrepreneur, du maître d'œuvre, le type de données échangées, les formats d'échange, les droits d'auteur et propriété intellectuelle, etc. Donc c'est une façon, quelque part, de maîtriser le rapport qu'on peut avoir contractuellement au travers de ce protocole. Les dernières nouvelles que j'ai eues concernant la France, c'est que dans un premier temps, ils ont voulu aller dans le même sens, c'est de définir un protocole parallèle au contrat d'architecte, mais actuellement, ils reviennent un petit peu sur cette question-là, en se disant qu'on dissèque trop les missions d'architecte et qu'elle devrait, cette question du BIM, être intégrée dans le contrat vraiment d'architecte directement et ne pas créer un protocole parallèle, et notamment ils sont contre les missions de BIM manager parce que ça crée aussi là aussi des nouvelles professions, de nouveaux rôles
encore parallèle par rapport à tout ce qui se produit aujourd'hui. Et donc, ils sont un petit peu contre ce processus-là. Mais bon, la réflexion au niveau belge commence à se faire. Donc, on représente la Belgique au niveau européen, mais on a créé au niveau de l'ordre des architectes de Belgique un groupe de travail sur le BIM qui, à partir de ces expériences-là, va essayer de faire des propositions, notamment au niveau fédéral et au niveau des architectes, des propositions qui vont dans le sens de protéger l'architecte dans ces matières-là. D'autres groupes de travail aussi sont organisés notamment au niveau des associations professionnelles et aussi au niveau du CSTC qui travaille sur les questions normatives sur le BIM. Donc c'est vraiment une matière qui est en pleine évolution chez nous, donc il y a des choses qui se font même si elles n'apparaissent pas forcément. Alors au niveau de l'enseignement et de la formation, la question se pose à 3 niveaux. Au niveau de la formation des architectes même dans leur processus de formation traditionnelle, au niveau des postes-formations et au niveau des formations continues. Au niveau des postes-formations, il était clair qu'il serait intéressant qu'au niveau européen, les écoles d'architecture, au-delà des autres types de facultés, puissent proposer des formations pour des BIM spécialistes, architectes de formation, qui pourraient devenir des acteurs importants dans les bureaux d'architecture et donc se spécialiser au-delà de la formation traditionnelle, se spécialiser dans cette matière-là, tout en intégrant toutes les problématiques liées à l'architecture. Des formations continues forcément, puisque c'est une matière, il faut le savoir, qui n'est pas figée, qui est en pleine évolution. Moi-même je viens de le faire, mais en général quand on vous présente le BIM, on vous parle déjà de la maquette unique, mais en réalité dans l'évolution du BIM, on n'y est pas encore aujourd'hui. Hein, on est ce que les Anglais appellent à niveau 2 d'évolution du BIM, et c'est au niveau 3 qu'ils estiment qu'on pourra travailler autour d'une maquette unique effectivement, mais qu'aujourd'hui on tourne encore autour de 3-4 maquettes différentes, tout en essayant de s'échanger les infos. Il y a ça, mais il y a aussi l'évolution de l'IFC, qui est en pleine évolution aussi, qui n'est pas arrivée à maturité. Et donc, voilà, des formations continues qui permettent de mettre à jour les connaissances des architectes est important. Mais un autre point qui a été soulevé dans ce groupe de travail aussi, c'est l'importance de ne pas former seulement les architectes à ce processus-là, mais dans une même agence, favoriser le fait que on puisse aussi proposer des formations aux différents membres du bureau qui sont en contact avec l'architecte et qui puissent comprendre finalement comment fonctionne ce processus et comment être un soutien réel à la production architecturale. Et puis la formation traditionnelle, effectivement, c'est ressorti très très fort qu'il y a très peu en Europe de formation intégrée dans le cursus, vu l'ampleur de la matière aussi, hein, et vu le fait qu'elle ne soit pas arrivée à maturité encore, d'intégrer le mieux possible cette question de la formation en architecture. Dans notre faculté, on le fait au travers d'un cours en 3e bac, où on essaye de donner les bases aux étudiants, les bases théoriques, et au travers d'un exemple sur ce que c'est qu'un BIM et comment ça fonctionne. Et dans le cadre d'un atelier d'architecture en master, là on essaie de travailler avec les étudiants autour d'une vraie maquette numérique qu'ils utilisent comme vraiment outil de conception et de production de leur communication architecturale. Alors, Jean-Paul aussi présentera donc un exemple d'enseignement en France, notamment à Strasbourg, sur comment enseigner le BIM dans une école d'architecture. Alors la problématique des petits bureaux et des petits projets, du temps, je vais aller un peu plus rapidement, mais je crois que c'est important de retenir certains chiffres, notamment le fait qu'en Europe, la CAE a fait une enquête qui démontre que beaucoup de bureaux, la plupart des bureaux, c'est des petits bureaux. Et donc si on doit s'intéresser au BIM et son impact pour les architectes, il faut s'intéresser aux petits bureaux dans un premier temps.
Et donc, c'est à partir de ces statistiques-là et une enquête qui a été faite par la NBS, issue de la Royal Institute British of Architects, qui établit chaque année un rapport sur l'évolution et l'utilisation du BIM en Angleterre. Et donc, on se rend compte, au travers d'un certain nombre de petits bureaux qui travaillent quand même, qui ont intégré le BIM de manière assez simple, que ça avait pas mal d'avantages, notamment la réduction de nécessité d'interopérabilité, la collaboration plus facile entre les membres des bureaux. En gros, c'est une gestion plus efficace de leur projet et de leur chantier au travers de cet outil. Et si je dois synthétiser les inconvénients, c'est plutôt une méconnaissance au niveau des maîtres d'ouvrage de petits projets, de l'intérêt que pourrait avoir un système comme le BIM, qui décourage quelque part les architectes à l'utiliser dans leur projet. Donc c'est un peu les résultats de cette enquête-là. Et donc on travaille aussi au niveau de l'ordre des architectes pour essayer de justement mettre en place des outils qui permettent aux petits bureaux d'architecture d'implémenter le BIM dans leur travail. Alors je terminerai avec la question de la dépendance face aux firmes de logiciels. Ce petit dessin ici, ce petit schéma, c'est simplement pour vous dire que par rapport à l'expérience qu'ont certains bureaux, effectivement les architectes n'ont pas forcément toujours le choix au niveau des logiciels. Le schéma, vous avez là, concernant l'exemple, c'est des exemples, mais l'exemple de Revit, fait que les architectes, très souvent, font le choix par rapport à... Il y a un représentant ici de Revit qui va peut-être intervenir, mais voilà, il y a très souvent la situation où les architectes se sentent obligés d'utiliser ce type de format, parce que les maîtres d'ouvrage et les autres acteurs du bâtiment, forcément, n'utilisent pas Archicad. C'est un outil spécifique aux architectes. Ils utilisent Revit par défaut. Et dans certains marchés, vu la non-évolution encore, en tout cas la non-maturité encore de l'IFC, dans certains projets, on demande de travailler sur un format natif, donc le format du logiciel, et pas forcément en IFC pour les échanges. Et donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir un projet, quand on répond à l'appel comme celui-là, on est en Revit, si les autres acteurs l'utilisent, qu'à notre logiciel. C'est pour ça qu'au niveau de la CAE et aussi au niveau belge, au niveau de l'ordre, on essaye d'être un acteur qui pousse à l'usage et l'utilisation de l'IFC, à favoriser l'évolution de l'IFC pour permettre justement aux architectes d'avoir un choix beaucoup plus pertinent, beaucoup plus personnel au niveau de leur outil de travail. Alors, un petit exemple, mais c'est par rapport à l'enseignement qu'on donne ici. On a trouvé qu'un logiciel aussi simple que SketchUp, notamment la version Pro, permet d'implémenter un BIM d'un certain niveau, bien sûr, mais qui permet d'implémenter un BIM. Là, vous avez un ouvrage qui parle aussi de cela, c'est le SketchUp Workflow, qui parle de transfert de données et comment implémenter une maquette numérique SketchUp d'informations qui permettent d'en faire quelque part un premier BIM. Et nous, on l'utilise au niveau de l'enseignement ici, notamment dans la constitution des éléments constructifs. Et donc, on n'a pas ce qu'on appelle un assistant caché, où le logiciel fait quelque part une partie du boulot. Mais ici, il travaille vraiment élément par élément constructif pour être conscient de ce qui se dessine et de ce qui se fait derrière un BIM. Voilà, merci de votre attention. J'ai pris un peu plus de temps de parole que prévu. Donc pour les questions, peut-être on attendra la présentation de François, qui lui va nous parler de la phase de conception et comment le BIM peut devenir un vrai outil d'aide à la décision dans cette phase-là.